Bonjour Nono. Ouais, salut Brian. On a mis un an, mais pas un an complet. Toi, t'appelles ça un monument? Ah ben c'est sûr, quand on le voit aujourd'hui, ça a été une opération assez monumentale. Mais après, on est très satisfait aujourd'hui du résultat. On va faire un résumé un peu de toutes les étapes depuis le début. Quand on voit un four comme ça, est-ce que des personnes pourraient le réaliser en ayant le savoir ou il y a des choses trop complexes? Moi, je dirais qu'il n'y a rien de très complexe. Par contre, il y a énormément d'étapes. Donc là, on voit l'aspect final. Donc il y a quand même deux choses à dissocier. Il y a la partie du socle. Donc bâtir un socle, on aurait pu utiliser plein de moyens différents. Donc il y a des gens qui auraient choisi plutôt du béton, des blocs, des briques. Donc on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus simple que ce que nous on a fait. Nous on a voulu vraiment bâtir avec le maximum de matériaux qu'on a pris sur le terrain et du recyclage. On observe ici la veine qui a été taillée. Ils ont dégagé une zone, on peut voir ici. On est vraiment sur quelque chose de très particulier. On est sur du granit en état de décomposition. Donc pour les sables qui est très intéressant, on n'est pas sur un sable de rivière, ni sur un sable de carrière, on est sur un sable qui a été énormément utilisé dans la région ici. Et tous les bâtiments étaient construits avec ce genre de sable. On retrouve vraiment toutes les charges. On a de la grosse charge dedans, mais on a aussi de la charge fine. Ce que vous voyez, c'est le mica. Donc le mica qui est un des composants du granit qui fait des petites paillettes brillantes. À l'époque, ils faisaient les poêles, les vitres des poêles et d'autres choses avec le mica. Moi, je l'ai utilisé en maçonnerie déjà. C'est vraiment un sable très intéressant et qui permet de mettre moins de liant dedans. Donc c'est un sable terreux et un sable qui a aussi une belle coloration. Donc on peut avoir des veines un peu plus crème et on peut avoir des veines plus claires, entre guillemets. Alors c'est vraiment une ressource qu'ici, on n'est pas obligé de venir prélever des ressources dans les rivières, même si on le retrouve aussi dans les rivières, parce que par le phénomène d'érosion, bien sûr, on va retrouver tous ces granits-là au fond des vallons dans les rivières. Mais on n'est pas obligé d'aller dans la rivière pour prélever, on peut prélever directement dans des zones comme ici. On a directement le caillou granitique, donc on retrouve la pierre granitique avec le quartz et le mica et le feldsplat. Il y a de la charge. Donc on retrouve ici, sur toute la zone montagne, en tout cas sur cette zone, ils ont bâti avec ce sable, qui était une ressource qui est quasiment illimitée. C'est intéressant parce qu'on n'est pas sur des sables habituels et souvent on a une problématique liée à l'environnement naturel des rivières, des anciennes gravières, où les humains ont quand même passé beaucoup de temps à venir piller les rivières, mais ça a quand même créé un désastre écologique. Dès le début, j'étais assez choqué. Je pensais toujours que dès qu'on devait faire quelque chose d'aussi massif, ça doit faire des tonnes et des tonnes. On n'a pas fait de fondation, on est parti directement du sol, mais explique-nous le contexte chez nous. Nous, on a directement le socle rocheux, donc là on voit un peu de poussière. Si on gratte un petit peu, on est directement sur le bulbe de roche, donc on a une roche primaire qui est dessous. Donc là on a vraiment une pellicule de terre qui est vraiment toute petite. Donc là on a démarré, on a creusé pour revenir à la base rocheuse, donc on n'a pas créé des fondations. Si vous êtes dans un autre contexte, avec des sols, avec de l'argile ou d'autres, c'est quand même bien de créer des fondations, parce qu'on peut estimer aujourd'hui le poids du four dans sa totalité aller peut-être de 2000 à 2500 kg. 2000-2500 kg. Alors déjà la partie haute, on est à plus d'une tonne, sans compter que le socle lui-même, en gros, on pourrait même aller plus loin, presque jusqu'à 3 tonnes. Donc là, nous, la particularité d'ici, c'est qu'on a creusé pour revenir directement sur la roche et on est venu poser notre base du four directement sur la roche, ce qui nous permet de ne pas avoir créé des fondations. La création de la base, c'est énormément de matière. Donc ça, on a pu constater, Brian, il était avec moi, on a fait des allers-retours de matière et c'est énorme de bâtir la pierre. Si on faisait un tas aujourd'hui, on serait vraiment impressionné de la quantité de matière pour bâtir le socle. Je me demandais pourquoi tu avais la truelle. En fait, ça te permet de trouver les... Comme ça, je vois les pierres, regarde. Là, j'ai une belle pierre, là, j'ai une belle pierre. Là, j'ai des belles strates. Regarde, tu vois, là, j'ai une strate molle. Ici, là, des jaunes, des blancs. Et là, j'ai ma veine de pierre, là, tout le long. Là. Une. Et au milieu, j'ai une espèce de veine de tout venant, là, regarde. Donc, vaut mieux taper par le milieu pour... Là, maintenant, je vais essayer de venir extraire ces deux veines de cailloux. Regarde cette belle face. Ça, c'est beau, ça. Ça, directement. Direction le socle. Bien. Excellent. Regarde les bonnes faces. On a extrait des strates, donc il y a des strates de pierre, il y a des strates de sable. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on obtient des pierres de super qualité pour bâtir. Donc on a des très belles faces.
L'idée vraiment, c'est de pouvoir au même endroit prélever la pierre de construction et le sable. Là, on a du mal à faire plus écologique que ça, donc c'est directement sur le terrain et on a les matériaux de construction, le sable et la pierre. Un autre avantage du sable qu'on a ici, c'est qu'on a pu constater par un souci d'économie, vu sa charge fine et sa composition, on peut se permettre vraiment de faire des mélanges très peu gras. Quand je dis très peu gras, ça veut dire on va mettre très peu de chaux dedans. Donc on peut imaginer qu'à l'époque, ils bâtissaient pour 1 pour 6, 1 pour 7, donc un volume de chaux pour 7 volumes de sable. Donc là, on est parti quand même sur une base. Donc vous pouvez voir qu'on a creusé le sol pour revenir sur le socle rocheux. Donc on est revenu directement au contact du socle rocheux. Et là, on a préparé la fondation, entre guillemets, la fouille. Donc aujourd'hui, je vais préparer un mélange et je vais bâtir. Donc vous avez vu, j'ai mis des planches pour me guider. Et donc à partir de là, je vais créer un socle, une base. Je sais pas si on vous a parlé de l'eau, mais en tout cas, l'eau, on la met sur un point haut. On la remonte avec une pompe, c'est l'eau qui vient de la rivière, enfin de notre béal. Et sur le béal, donc on pompe de l'eau, on remplit la cuve, et donc c'est de l'eau de la rivière pour tout ce qui est construction. Tiens Lydie, si tu veux. Bien allez. Donc on peut voir un beau mélange. Donc je ne vais pas le faire trop liquide, l'idée c'est qu'il soit bien humidifié, mais qu'il reste structurel pour pouvoir bâtir avec. Voilà, on est sur un magnifique, regarde, on peut voir sa couleur au soleil aussi, il donne une très belle coloration et on est sur un mortier avec des granulométries qui va de à peu près 1 cm jusqu'à une charge extra fine. Donc l'intérêt d'avoir toutes ces composantes, c'est qu'on a un mortier qui est très très gras et qui est faible en liant. Alors là, je suis en train de prélever, je vais choisir dans mes cailloux une belle face. Donc là, j'ai une face magnifique là. Donc maintenant, je rebâtis en positionnant mes cailloux sur ma face. Donc, on bâtit simplement un peu de mortier. Je retourne à ma carrière de cailloux. Donc là, je suis pas mal. Il me manque un peu de mortier. Pour moi, on positionne une fois, 2 fois le caillou. S'il va pas, il va à l'intérieur. Donc parce que là, l'intérêt, c'est que je bâtis que la face extérieure. Donc je prends mon caillou, une bonne couche de mortier, j'enlève un peu ma poussière et je bâtis. Donc là, je bâtis d'abord les gros cailloux et après je bâtirai des cailloux plus petits qui viendront dans les interstices. Donc encore une fois, là je peux me permettre de bâtir les cailloux qu'on la fasse et après quand je vais me retrouver avec des cailloux qui eux sont compliqués parce qu'en fait ils sont complètement ronds, ce caillou lui va être bâti à l'intérieur. Tu le colles? Je le colle et je vais remplir du mortier entre deux. Voilà, donc je maçonne vraiment. Ah oui, d'accord. En gros, le mortier c'est la colle. Ouais, ouais. Bon, après ça, c'est un coup de main à prendre. Oui. Et encore une fois, l'idée c'est de minimiser le mortier. Donc le mortier il est important. Je colle les pierres proches, mais je veux toujours qu'il y ait un peu de mortier entre deux. Là, je vais essayer de me trouver un petit caillou sympathique pour aller dans le trou. Donc tu vois, regarde. L'idée c'est vraiment de travailler le plan. On peut très bien s'aider d'un cordeau, on peut s'aider. Mais là, comme je dis, je bâtis à l'œil là, pour avoir quelque chose d'harmonieux. Mais on n'est pas dans une construction d'une maison ou d'autre. On va chercher le plan. On voudrait encore une fois que ça soit solide et que ça garde son côté un peu rustique. Il va y avoir encore du sable à ramener. Hein. Deuxième planche. Oh que c'est beau! C'était l'astuce. Le mec qui visse la table. Non, non, je n'ai pas vissé la table. Hein? J'ai hâte. Après,
là, tu vas mettre des planches après. D'avoir une truie dans le trou là. Ah mais t'as changé de téléphone? Tu envoies un peu de matière, Lubu, quoi. Oui. Ouais, parce que regarde. Ah mais c'est sûr. Il y a au moins 12 allers-retours pour remplir, au moins. Eh bien super, on est en train de terminer notre gabarit. Donc pour ceux qui croyaient que c'était le four, c'est pas encore le four, donc c'est une niche pour ranger le bois dessous. Donc on a prévu d'avoir une niche pour ranger notre bois au sec. Et maintenant je vais bâtir une plein cintre avec les cailloux qu'on a extraits dans la carrière. Donc l'idée c'est vraiment de bâtir une arche plein cintre et dessus on va venir poser cette fois-ci le four à pizza. Donc là j'utilise une technique vieille comme le monde. Donc au lieu d'utiliser un gabarit hyper solide en bois que je vais avoir du mal à démonter et tout ça, j'ai choisi de remplir tout le vide à l'intérieur avec du sable tassé, qui nous servira pour faire d'autres enduits ou autre chose. Et dessus, je viens poser simplement des planches qui seront en appui directement sur le sable. Donc là, on a quand même fait un vrai soin de tasser notre sable pour que le bois soit en compression avec le sable. Donc le sable tassé qui va nous permettre de vraiment pouvoir bâtir. Parce que on est quand même sur quelques tonnes, allez peut-être une tonne ou deux de cailloux et qui va être posé dessus. Une petite aération aussi pour venir ventiler le bois qui sera sous le four et ça nous fera un appel d'air pour pouvoir revenir sous le four pour avoir un bon tirage. Là c'est la tempête chez nous. Là on en profite pour faire du tamisage. Donc on a notre sable qui vient directement de la carrière. Et là, on a récupéré des belles tomates, donc que de la récup qu'on est en train de nettoyer dans notre bac de trempage. Et là, je prépare un mortier un peu plus fin, donc un calibrage à peu près à 0,4, 0,5 pour pouvoir maçonner ma voûte en tomates. Voilà, donc on récupère du bon sable de chez nous et un petit tamisage à l'ancienne, à l'huile de coude. En 0,4, magnifique, avec sa charge fine. On est toujours sur le gneiss, là, sable granitique. Et ça, là, la partie les graviers plus grossiers, on va les utiliser pour damer les sols de nos futures dalles. On a récupéré des tomates chez mon ami qui nous a offert des tomates qu'il avait récupérées dans sa construction. Et là, on est en train de bâtir l'arche plein cintre. Et si vous pouvez constater, elle est légèrement surbaissée. Donc au lieu d'avoir une arche plein cintre avec le jambage qui redescend, donc la répartition des tomates qui redescend, parce qu'on voulait avoir un rangement assez bas, on a écrasé un peu l'arche plein cintre. Voilà, donc là je vais vous montrer une petite astuce. Donc un peu de mortier, le mortier qu'on a préparé tout à l'heure en tamisant notre sable, il me faut une granulométrie quand même plus fine pour pas avoir des problèmes de compression. Donc là c'est parti, c'est un peu comme en pâtisserie. J'enduis ma pâte. Donc c'est un mortier avec le sable de chez nous et on est sur un volume 1 pour 5. C'est-à-dire à chaque fois. 1 pour 5, donc un volume de chaux pour 5 volumes de sable. Avec une granulométrie très fine, j'ai toutes les charges dedans. Donc ce qui me permet, comme les anciens, d'économiser la chaux. Là je choisis bien ma face, je veux une belle face. Donc je fais un petit tour vite fait du propriétaire. Allez, on va choisir cette face-là. Donc, un petit peu de mortier. J'en colle. Et là, je vais vous montrer une astuce qui est vieille comme le monde. Donc, pour positionner ma tomate, voilà, donc une astuce, un clou, une ficelle. Et vu qu'on est en plein cintre, je vais travailler dans le rayonnement. Donc chaque tomate, vous pouvez voir ici, la tomate, elle a son emplacement, mais je me déplace de 20 cm, elle n'a plus le même angle. Donc pour avoir une répartition parfaite, entre guillemets, des tomates dans le bon axe du rayonnement, j'utilise une corde et Au un milieu, clou. au Voilà. centre.
au centre de notre plein cintre. Donc là, si vous pouvez le voir, on va regarder et je vais régler ma tomette, l'inclinaison de ma tomette par rapport à ma ficelle. Il est derrière, tu veux le marteau? Non, je le fais à la main. Voilà. Donc là, on voit bien que ma tomette a été réglée à la ficelle, ce qui me permet d'avoir une répartition parfaite jusqu'à la clé de voûte qui, elle, sera totalement d'aplomb. Tu remplis après Alors là, je vide les joints, parce que tout ça, bien sûr, là, on fait que du bâti, donc j'ouvre un peu les joints, tout ça, pour pouvoir faire une finition de pierre apparente après. Donc là, pour le moment, je fais que bâtir. Donc l'idée, c'est vraiment de bâtir mes tommettes, d'arriver à la clé de voûte qui, elle, est totalement d'aplomb. Et donc, avec le rayonnement, la ficelle. Donc, je vous montre vraiment l'astuce qui permet vraiment de réaliser les pleins cintres, qui est l'arche romaine, entre guillemets, la plus simple et la plus solide. Bon, ça y est, c'est le grand moment. On va placer la clé de voûte. Donc, la dernière qui va bloquer la compression de mon arche plein cintre. Et on va choisir une belle face. Allez. Voilà, maintenant je vais bien remplir avec le mortier pour qu'il y ait la bonne compression. Tu tapes un peu dessus ou pas? Alors là, regarde, je fais rentrer mon mortier bien profond d'un côté et de l'autre. Bon, magnifique. Bravo Nono. Hein, on est bien là. T'as un beau socle. Il me tarde de décoffrer maintenant. Donc la création d'un voûtin. Donc c'est une petite voûte avec des briques j'ai meulées, je vais vous montrer juste après. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir recréer une petite voûte. Donc c'est pas une voûte complète, c'est pas une plein cintre. On est vraiment sur un voûtin. La technique entre guillemets de l'ourdi à l'ancienne. Donc vous pouvez voir, il y a plein de décalages. J'ai récupéré toutes les vieilles tommettes. On les voit bien là avec les cassures et tout. Donc je vais les récupérer et je vais les positionner en quinconce. Donc je vais poser une pose en quinconce pour permettre de créer un voûtin. Ça sert à quoi Nono? Alors le voûtin, ça permet de récupérer les forces au niveau de la voûte et de la compression au niveau du socle. Donc c'est un peu la technique du plancher ourdi à l'ancienne. En meulant entre guillemets mes tommettes, je peux permettre de réduire de 2/3 la matière que je vais utiliser. Donc on le voit bien, donc je suis en train de créer un voûtin, donc en quinconce, donc je fais un croisement par rapport au joint et je vais venir vraiment répartir tout le long de mon gabarit des petites des foraines que j'ai coupées en morceaux, qui me permet vraiment de créer une petite voûte entre guillemets de compression. Je profite, là on te voit torse nu Nono, on a commencé en hiver, là il commence à faire chaud. C'est quelque chose qui prend du temps hein, quand même le socle. Alors là franchement on est sur quelque chose, grand respect aux anciens, parce qu'eux ils bâtissaient la pierre et là on voit bien autour de moi, on a toute la matière pour construire. Ça a poussé. Hein. Voilà, donc on voit toutes les pierres de notre carrière, on voit le sable qu'on a extrait derrière toi là-bas. Voilà, qui vient aussi de la carrière. Et là, l'idée, c'est de réduire la quantité de matière et d'être le plus économe possible. Donc, on revient un peu comme les anciens, ils étaient toujours avec les ressources et ils essayaient d'optimiser au maximum leurs ressources. Donc là, je positionne un peu de mortier. Donc, je fais attention parce que j'ai quand même quelques cailloux qui se glissent entre deux. Donc là, j'extrais les cailloux de mon mélange. Et après, je repars avec des tommettes bien mouillées. Parce que le secret, c'est de faire tremper la tommette en amont pour pas qu'elle fasse un retrait d'humidité. Et là, c'est parti. Je viens positionner les tommettes. Et donc, je les positionne à peu près à l'équerre. Donc, je le fais à l'œil. Mais on positionne la tommette à l'équerre par rapport au gabarit. Donc l'ourdi aujourd'hui, c'est des marmites, des consoles avec des poutrelles et on vient reprendre dessus. Donc là,
On a réutilisé le reste de tomate qu'on nous a offert et qu'on a chiné avec Brian. Et recyclé, ouais. Voilà. Et on a créé un voûtin, donc on voit bien les strates. Donc j'ai posé des tiers de tomates qui sont posés en quinconce. Donc les joints sont croisés pour faire une reprise de charge. Et là, on va finir de maçonner avec tous les cailloux qui nous restent. On y est quasiment. Donc l'idée, c'est de monter à peu près à 1 mètre, autour d'1 mètre, ou même 95 cm. Et on va couler une dalle isolante qui va préparer la venue du four, le pagnol, qui arrive Prochainement. bientôt. Eh bien, Qu'est-ce qui écoute, manque on est en train de faire un point de niveau sur le haut de la voûte. Et à partir de là, on va répercuter le niveau sur les côtés. Bon, c'est vrai qu'on a oublié le niveau avec Eric aujourd'hui, donc on est reparti sur la méthode égyptienne. Donc c'est vraiment le principe qui a été utilisé pour la construction des pyramides. Donc là, on est pas mal du tout. On va prendre notre point de niveau et on va le répartir sur les côtés après. Oui, c'est pas mal. Quand je vois ça, là, les gars, vous êtes pas loin. Écoute, pour une bande d'amateurs, on est pas mal, quoi. C'est pas grave, c'est du remplissage. Ouais, là, c'est du remplissage. Ça va aller. On va faire avec. Pour estimer, pour bâtir tout ce socle et tout, on est autour de 150 € de chaud. On va venir décoffrer notre plein cintre surbaissé et le voûtin qu'on a préparé. Et l'idée, c'est de récupérer tout le sable, parce que là, on en a un peu marre quand même de faire des allers-retours, même si on a la boîte électrique qui marche très bien. Donc l'idée, c'est qu'on va vraiment enlever le gabarit et venir récupérer. Je pense qu'on n'est pas loin plus d'un demi-mètre cube de sable qui est en dessous du gabarit. C'est quand même bien de mettre de la masse dessus pour que la voûte soit en compression. Si on avait juste fait le voûtin et décoffré tout de suite, l'intérêt, la force, entre guillemets, d'une plein cintre de l'arche romaine, entre guillemets, c'est que tant qu'il y a du poids dessus et qu'elle est en compression, elle est presque indestructible. Ben, on le voit. Donc on a vraiment besoin d'avoir du poids dessus, de la masse, pour qu'elle rentre en compression et qu'elle soit solide. Magnifique, regarde-moi ça. Donc là, on va venir récupérer notre sable. Comme on peut voir, on a quand même un sacré rangement pour le bois. Il faut imaginer tout le volume qu'on a économisé. Parce que franchement, ça a été un travail quand même. Faut le dire, Nono. Récupérer toute la matière, franchement, mérite aux anciens. Ils étaient quand même courageux et ils lâchaient rien. Donc ça nous a permis quand même d'économiser toute cette partie en bâti. Enfin, du sable qu'on n'aura pas à aller rechercher. On va un peu tout ce sable là. Là, on a défini la dernière fois un plan. Ça, c'est le point de niveau, ça. Le point de niveau. Donc maintenant, on va remplir toutes ces petites choses. Je jette de l'enduit et je remplis avec de la petite pierre, comme un petit puzzle. On remplit petit à petit là où il y a de la place. Regarde, je te montre. Hop, ici, là, regarde. La pierre là, la pierre là. Alors, je vais pas trop loin, c'est pour pas... là, Nono, il est en train de mettre les faces, les belles faces. Donc, c'est un peu plus loin. Dur, il faut des abdos. Bien connu, il faut des abdos. Nono, il est mort de rire. Et en fait, là, tu vois, je vais remplir, mais pour garder de l'enduit, le plus sympa, ce sera de remplir plutôt de pierres. Comme ça, on utilise moins d'enduit. Chaque petite pierre nous permet d'économiser de grands sacs. Donc là, c'est vraiment la partie un peu subtile. Là, on est vraiment sur notre point de niveau qu'on peut voir ici. Et là, avec Brian, on est obligé d'aller chercher des pierres de plus en plus petites parce qu'on voudrait vraiment rester sur notre niveau. Donc là, on peut le voir, on voit bien que je suis en train de bâtir. Il me reste un tout petit peu ici. Et à partir de là, il faut quand même qu'on soit homogène. Bon, on peut avoir une tolérance à 1 cm, 1,5 cm parce que ça va C'est être pas mal noyé. déjà, c'est bien. Bon, c'est normal, on travaille avec des cailloux, on peut le voir dans la boîte quand même, c'est du tout venant. On n'est pas sur des cailloux plats ou sur des cailloux qui sont faciles à bâtir dans ce genre de situation. Donc là, on termine, je dirais, les faces, donc les quelques faces, et on va pouvoir terminer aujourd'hui, ça sent la fin. C'est très beau. Franchement, pour une bande d'amateurs, Ah, le je gimmick. suis très fier de mon apprenti. Lequel Voilà, les deux. Eric plutôt Eric. Il est venu en soutien, Un petit peu. mais Brian quand même... A déplacé quelques tonnes, hein. Ah, on peut le dire, c'est bon là, j'en peux plus. Ah. T'as été à la hauteur. C'est magnifique. Bon après, hein, je vous rassure, on va retravailler tous les joints et on finira avec des beaux joints à la chaux et une belle intégration de la pierre. Ça c'est massif. Hein.
On va couler une dalle en liège, donc une dalle isolante, parce que on doit vraiment pouvoir isoler pour qu'en fait la chaleur ne soit pas absorbée par le socle et qu'elle soit restituée vers le haut. Donc là, on n'a pas encore fini. Donc je vais préparer un liseré avec une génoise. Donc je vous montrerai tout à l'heure là un petit effet de style en récupérant des vieilles tuiles, les restes des tomates, pour qu'on ait vraiment au niveau de l'esthétique une bordure. Donc là, on va couler une dalle à peu près de 7-8 cm en chaux liège. Donc j'ai amené du liège. C'est quoi comme chaud, Nono? Alors chaux hydraulique, donc on est sur de la chaux hydraulique, le four il pèse quand même 1 tonne, 1 tonne 2. Ouais, à peu près 1 tonne. Avec la chamotte dessus. Donc il nous faut vraiment avoir de la compression, donc cette fois-ci on va viser quand même la chaux la plus dure qu'on a, c'est la NHL 5. Ok. Donc qu'on va vraiment avoir une dalle de compression. Donc il va y avoir une dalle isolante, et après il y aura une dalle de propreté dessus, avec de la chamotte de briques réfractaires. Donc pour vous schématiser, on aura à peu près une dalle de 7-8 cm de liège, et par-dessus, on aura une dalle de propreté qui fera à peu près 2 à 2,5, 3 cm avec du sable, de la brique réfractaire et de la chaux hydraulique. Là, on est bien. Allez, oui. Je suis en train de tracer mes tuiles et je vais venir découper des bandes de 10 cm pour faire mon illusion de génoise devant là. Donc, je vais couper des bandes de 10. Donc l'idée, c'est de rejoindre les traits à l'œil. Oui, parce que ce sera après au fond, on le verra pas. Voilà, c'est ça. Et après, je vais sortir la grosse meuleuse et c'est parti. Magnifique, Colagan. Bon, Nono, bravo. Écoute, super, regarde, on peut voir qu'on a bâti notre liseré, notre arrêt de dalle. Donc on arrive au bout. Je suis hyper content et maintenant on va pouvoir couler la dalle liège à l'intérieur. Et on décoffrera, on vous montrera la belle génoise dès que ça sera fini. Donc là, sur la base du mélange, on est sur 50 litres de liège. Donc c'est du liège qu'on peut acheter en sac. Donc on peut le voir, c'est du liège en vrac. Donc il est abordable encore et hyper intéressant pour les dalles. Donc notre mélange, on a 5 lièges, on a 2 seaux de chaux hydraulique NHL 5 et on va rajouter 3 sables dedans qui vont nous apporter donc le liège. 3 seaux de sable. 3 seaux de sable. Donc ça nous fait un mélange 5 plus 3, ça fait 8. Et on a 2 chaux hydrauliques NHL 5 dedans, donc on est sur un mélange à peu près de 1 pour 4. Donc c'est pas mal du tout. L'intérêt de rajouter du sable dans notre mélange, c'est vraiment pour avoir le côté isolant du liège et la compression au niveau du sable. Pour l'eau, tu dis souvent, ça dépend. Alors l'eau, on est parti, on va démarrer. Donc on a un seau d'eau. Moi je dirais qu'on a estimé à peu près depuis tout à l'heure à 1,5 seau d'eau par rapport à notre mélange. Donc vous commencez toujours par mettre un peu d'eau. Après on met la chaux, on crée la barbotine. On commence à intégrer le liège au fur et à mesure. Entre deux, on vient glisser un petit seau de sable pour équilibrer le mélange. Faut pas que ça colle à la cuve. Quand ça colle à la cuve, c'est que tu as trop de liant. D'accord. Donc tu vois bien qu'il se décolle de la cuve. Tu vois la vague qu'il fait. Ouais. Ça me montre. Dès qu'il arrive en haut, il fait pas un tour, Si quoi. il y avait trop de liant, ce serait collé sur la cuve. Ok. Ça, c'est vachement important au niveau du morceau. C'est comme ça si on sait si on a trop de liant ou pas trop de liant. L'intérêt aussi, je rappelle toujours qu'une bétonnière a 2 sens de mélangeage. Donc on rebascule la bétonnière à partir d'un moment pour que ça mélange dans l'autre sens, pour que les pales travaillent. Il y a une fois l'eau elle est poussée vers l'extérieur, une autre fois l'eau elle est attirée vers l'intérieur. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Donc on est sur un aspect léger, on a beaucoup de liant. Donc vous pouvez voir simplement en le faisant vibrer.
suis en train de vraiment permettre d'avoir une matière qui se lie bien. Donc là, l'intérêt de l'avoir un tout petit peu liquide. Donc il faut pas que ça soit liquide avec de l'eau qui coule. On voit bien que j'ai pas d'eau qui coule. On a une matière bien humide, comme ça je peux vraiment bien la vibrer pour que tous les aimants se lient bien ensemble. Donc vous pouvez voir que je suis en train de laisser un vide à peu près de 4 cm à l'œil comme ça, qui viendra, donc c'est cette dalle qu'on va recouler dessus juste à niveau, qui sera elle pour la compression. Donc ça c'est la dalle isolante, et dessus viendra la dalle de compression qui sera faite avec de la chamotte de briques réfractaires. Donc elle sera à la compression, mais elle sera aussi réfractaire. Donc on voit bien que là on n'est pas loin de, à vue de nez, quasiment 10 cm de dalle liège en dessous, pour être sûr que la chaleur ne parte pas dans le socle et que le four, on optimise la sole du four. Très belle journée de maçonnerie. Ça rappelle l'époque de la confrérie. Ça finira pas d'heure. On voulait pas mettre de béton cellulaire, donc on voulait rester vraiment dans notre ligne de conduite écologique avec des matériaux naturels. Donc on est très content du résultat. Maintenant on va laisser tirer une bonne semaine, le temps de partir en tournée, Brian et moi. Et quand on rentre, mais on vous montrera le décoffrage de la génoise et la dernière dalle qui viendra dessus, la dalle de propreté. Eh bien super, voilà une petite présentation de la génoise. Donc ce qu'on a coulé avec Brian la dernière fois. Donc j'ai décoffré et après je suis venu avec la truelle vraiment travailler pour vraiment enlever le gros de la matière parce qu'on ne voyait plus. Il y a des zones où on voyait quasiment plus les tuiles. Et après je suis venu brosser. Donc ce que vous voyez là, encore une fois, je vais le redire, c'est pas la finition. La finition, elle viendra après. Donc là, on a vraiment enlevé, préparé, creusé. Et là, je vais revenir faire tous les joints avec un petit sable coloré et pour lui donner vraiment la finition. Nono, c'est quoi la suite alors? Donc là, on a coulé la dalle en liège avec Brian. Donc vous pouvez voir, il y a eu une petite zone ici parce que quand on a coulé, il a plu juste après. Donc on a eu ça s'appelle un peu de retrait. Mais ce n'est pas une dalle structurelle, c'est vraiment une dalle isolante. Donc là, il faut imaginer qu'on a une dalle de 10 cm de liège qui va nous permettre d'éviter que la chaleur de la sole descende dans le socle. C'est marrant parce que de ton côté, ça paraît très haut, Nono, faut dire que... Alors, c'est vrai que tout ça est haut, mais il faut imaginer que l'entrée du four, il faut qu'il soit à peu près à 1,20 m. Donc ça, c'est ce qu'a préconisé le Pagnol. Ça dépend bien sûr de la taille des personnes, mais vaut mieux qu'il soit un peu plus haut qu'un peu plus bas. Oui. Pour pas être obligé de se plier de dos. Donc là, le dernier acte du jour, on va couler sur la dalle de liège, on va couler une chape de propreté avec de la chamotte de briques réfractaires. Donc ça va être à peu près 3 à 4 cm qui va venir recouvrir, qui viendra protéger aussi le liège et qui sera vraiment la dernière dalle de propreté. Donc là, c'est du dur là. C'est du dur et c'est du réfractaire. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est déjà dans l'aspect réfractaire. Donc on peut, venez voir, tiens, regarde, viens voir. On a de la chamotte de briques réfractaires. Donc là on va remplacer le sable cette fois-ci par de la chamotte, donc moyenne. Donc ça c'est entre 3 et 5, 6 mm. Et on a une chamotte fine. Donc on va vraiment, encore une fois, mélanger les deux granulométries pour avoir quelque chose de stable. On s'approche du béton, entre guillemets, donc c'est un mélange qui pourrait être un mélange à béton, mais il est fait exclusivement avec de la chamotte de briques réfractaires. Donc là, on est sur un mélange 4 pour 1, donc deux chamottes moyennes, 2 chamottes fines et un seau de chaux hydraulique. Et j'ai mis une toute petite pointe de chaux aérienne dedans, donc on est sur une NHL 5, parce que là, on veut vraiment qu'on ait une dalle de compression, parce qu'après viendra le four qui pèse quand même quelques centaines de kilos dessus. Donc on a un mélange 4 pour 1, l'eau comme d'habitude, selon la température ambiante, la granulométrie mouillée, pas mouillée, on va la jauger. Et après on va couler à peu près 4 cm. Donc on va venir à fleur de la briquette et on va vraiment remplir tout ça. Donc j'ai vraiment mouillé au préalable, donc j'ai mouillé plusieurs fois déjà ma dalle en amont. Et tout à l'heure, je la couvrirai de carton pour la protéger
pour éviter que ça s'évapore trop vite. Parce que là, ça tape, ça se voit, non. Ben ouais, ça se voit, ouais. Donc c'est parti, on va attaquer le mélange. Écoute, c'est pas mal du tout, ça me plaît bien. Je vais en prendre moins parce que il y a un sacré truc. Alors, si tu arrives à envoyer au milieu en avançant, J'en ai bientôt plus, moi. En fait, on en a encore. ouais, tant mieux. C'est là. Là, c'est vraiment, tu sens vraiment, je comprends au poids l'impact que ça va avoir. Ça va être dur. Et ouais. Je vais défoncer. Ah, c'est cool. Donc il y a quand même un paramètre qui est super important à prendre en compte, c'est que obligatoirement les fours ils craignent énormément l'eau. Et c'est vraiment les toitures, si on veut un four qui se dégrade extrêmement rapidement, s'il y a une prise d'eau, et c'est souvent ce que je vois dans mes rendez-vous, du moment que l'eau s'infiltre dans la coupole, eh bien, le four il est fini parce que l'argile se délite. Et donc c'est très important d'être très étanche sur le toit du four. C'est ce qu'ils m'ont dit chez Le Pagnol. Ils m'ont dit quand tu reçois le four, on sait que tu le fais pas tout de suite en arrivant, protège-le bien de l'humidité. Là, on sent que ça grignote. Les copeaux. Attends. Vas-y, voilà, comme ça. On est demi là, pour tailler une petite charpente. C'est beau. On est bon. Je parlais de la partie basse, tout ce qui est la partie socle. Il y a la partie du four, le Pagnol. Donc là, on est vraiment sur un four en kit qu'on peut monter. Donc on a pu réaliser que la partie du kit en four est vraiment très simple, très accessible. On a suivi le manuel qui a été fourni par le Pagnol. Donc on a suivi les étapes en respectant. Donc ça nous a pris, je dirais, une bonne journée de travail pour monter l'ensemble du four. Donc assembler les éléments. Je fais une petite parenthèse. On a fait une première vidéo il y a des années chez Le Pagnol. Ouais. Je suis tombé amoureux, évidemment pas que des fours et beaucoup aussi de ce qu'on a mangé. Ils sont entreprise patrimoine de France, quelque chose comme ça. Ils sont pas beaucoup encore à faire ça. Et c'est des sociétés qu'il faut protéger parce que c'est ce qui fait que dans le monde on est exceptionnel. Si vous avez des faces comme ça, un petit peu abîmées, des petits accros qui seraient dus soit à la livraison, soit pendant la manipulation, c'est absolument pas grave. Bon, bien sûr, il ne faut pas sur tous les côtés. Mais là, on le met à l'extérieur et ça ne se verra plus une fois qu'on aura bâti le four. Vous prenez les plus belles pièces devant, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Et après, vous pouvez mettre les autres pièces un petit peu plus accrochées à l'extérieur. Donc je positionne un petit chanfrein à la truelle. Et tout ça pour éviter que quand je rapproche le bloc, qu'il y ait des grains de sable qui se bloquent entre les deux. Donc là, j'incline, j'ai fait un petit chanfrein qui va me permettre que quand je pose le bloc, il n'y ait pas de grains. Et quand je vais tasser, tout ça va se répartir. Donc c'est vraiment un travail de patience, de subtilité, de propreté aussi. Petite brosse pour nettoyer les blocs. Même chose, si vous positionnez le niveau et qu'il y a 2-3 grains de sable,
mais ça sera pas vraiment de niveau. Donc bien propre, bien être patient. Pour moi, c'est du prestige à la française. Donc on est vraiment sur une entreprise qui fabrique des fours de très très bonne qualité, en sachant qu'ils ont une argile kaolique qui est vraiment spéciale dans les carrières de larnage. Donc ça, c'est vraiment, ils partent déjà d'un matériau exceptionnel qui est utilisé depuis l'époque romaine. Bon, ça y est, on a fini notre sol. Donc ce qui est vraiment important, c'est de poser la sole le plus de niveau possible. Donc il y a des légers décalages entre les pièces, mais l'idée c'est vraiment d'avoir notre départ, donc la sole qui est le plus droit possible et le plus de niveau possible, parce que tout le reste va se décaler après. Donc là on est vraiment bien, on a réussi à poser la sole, on va pouvoir engager le montage du reste du four tout à l'heure. Ça, c'est après, ça avec des feux de moulage. Ça va, mais ça va. Dans le projet, ça pourrait être sympa. Ouais. Voilà, il y a un peu trop là. Un petit léger. Donc on est en train de faire la jonction, quoi. L'étanchéité du four. Donc on rajoute le mortier qui a été fourni avec pour créer une étanchéité, pour que le four soit bien étanche. Donc là, on est en train de passer avec Eric le mortier, comment il s'appelle? C'est Le CR25H, voilà. Voilà, c'est une petite. Qui est un ciment réfractaire à mon avis. Donc on n'a pas la composition exacte, mais c'est fourni avec pour créer l'étanchéité du four. Bon, mais super, on est en train de préparer l'avancée du four. Donc là, on a notre porte avec la valoir qui vient dessus. Et on a quand même voulu se préparer une petite esplanade pour pouvoir poser les pizzas sur le côté et tout le reste. Donc là, on a maçonné des briques réfractaires dans le sens haut avec une quinconce. Et là, on est en train de préparer les joints. Donc on travaille à l'éponge. On a bien bourré les joints avec la langue de chat. Et là maintenant on va passer l'éponge pour affiner vraiment et enlever la laitance. Ce que vous pouvez voir là, c'est la laitance. Donc là on va vraiment attendre que ça soit le bon moment et venir avec notre petite éponge, venir nettoyer la laitance. Donc ça demande vraiment d'être patient pour faire ressortir les briques. On attend vraiment et on va venir vraiment nettoyer brique par brique. Et surtout bien essorer. Donc le principe c'est bien essorer pour enlever. Venir passer une fois ou deux et on essore. Donc on voit bien la différence entre les deux. Donc là j'ai encore de la laitance. Là regarde, on est de niveau. Donc là un peu de carton toujours. Donc là j'empile les cartons pour récupérer mon niveau. Si on peut observer, la pièce elle est en train de descendre. Donc c'est des pièces qui sont usinées, ont toujours des petits défauts. Donc le petit calage au carton, hop, là, ça me permet de récupérer. Voilà, regarde, c'est beau. Ah ça, et Nono quand ça Elle est tombe. pas belle pile poil. l'histoire. Parfait. Donc là maintenant, je vais en coller la pièce. Donc j'ai mouillé pour que ça colle bien, toujours en maçonnerie. On humidifie les pièces. La valoir, Nono, c'est ce sens? Voilà, donc préconisé par le fabricant, la valoir, il va vers la voûte. Vers le dôme. Donc Ok. on voit bien qu'il y a un côté plat, il y a un côté qui donne sur la direction. Donc là, on va positionner notre avaloir. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petits décalages qui sont liés au moule et compagnie, mais ça c'est pas grave, ça sera intégré avec l'enduit qui vient dessus. On est pas mal du tout et je vais marquer l'emplacement au crayon. Pour mettre les chevilles? Donc on va venir le fixer avec des chevilles En fer, apparemment. en fer et petites vis. On fait un pré-trou avec une mèche de 8 sans percussion. Pourquoi? Sinon ça va faire vibrer. Sinon on va éclater les morceaux. Donc là on va vraiment travailler doucement pour pouvoir intégrer le petit morceau qui est en fait en réalité une cheville métallique qui va nous permettre de fixer la valoir dessus. Alors je vais rajouter un petit peu d'eau pour éviter que ça chauffe
pour pas faire chauffer les fourrés. Regarde. On va positionner la cheville en fer dans le trou qu'on vient de percer. Donc là, on vient positionner la cheville. Magnifique. On va pouvoir positionner la valoir. Et maintenant, on va le fixer directement à notre histoire. Donc on a des vis prévues directement. Et maintenant, on va pouvoir le fixer directement à notre entrée de four. Et après, il faut recouvrir avec... Donc après, on va remettre du mortier pour l'étanchéité. Mais là, en même temps, comme ça, notre avaloir en inox est fixé directement à l'entrée du four. Mais ça bouge pas, c'est génial. Donc là, on remet l'étanchéité. Donc c'est le même produit qui a été posé partout. Protéger l'intérieur, la sole, avec du carton et du plastique. Parce que Nono, il mouille pour mettre le mortier qui va après. Sur tout le four, on va passer à peu près entre 2 et 3 cm. Donc on va recouvrir intégralement le four d'un mortier qui a été préconisé par le fabricant. Donc on est sur un ciment prompt à mon avis avec de la chamotte. Il y avait marqué hydraulique, tu me disais c'est la même chose. Alors hydraulique, oui, c'est le ciment est hydraulique. Et l'intérêt c'est qu'on doit vraiment bien mouiller en amont. Donc là je suis passé plusieurs fois avec la brosse à badigeon. On voit c'est bien rosé. J'ai vraiment imbibé, donc je suis passé une dizaine de fois. Donc c'est à peu près... Là, on a préparé une matière. Et oui, tu utilises la gravité pour faire descendre. J'espère qu'il y aura assez. En fait, ça va aller trop vite. Donc ce mortier, il est vraiment en train de faire la jonction entre tous les éléments. Donc celui-là, c'était l'étanchéité de la voûte. Et là, on fait vraiment la jonction de tous les éléments. Bon, ça colle bien. Un peu liquide, tu dis, Nono, ce qu'il Ouais, faut. voilà, juste ce qu'il faut, comme d'habitude, pour les mélanges, trouver la bonne texture. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on le voit, hein, je suis en train de façonner. Donc je suis en train de poser à peu près 2 cm de mortier sur toute la surface de la voûte. Ça a bien fonctionné, on a posé le mortier final de liaison là sur toute la voûte. On a posé l'entrée du four avec l'avaloir avec la sortie de fumée. Mais écoute, super, hein. Il nous tarde de faire les premières pizzas. Bon, il nous reste l'isolation et la coupole qui arrive très bientôt. Et vivement les premières pizzas et le pain. Donc on a réutilisé des briques réfractaires qui viennent d'à côté de chez nous, là en bas. Donc là on monte. Donc on va finir notre mur de retenue pour la chamotte. Regarde, j'ai bloqué ma taloche pour faire mes joints avec 2 briques derrière. Regarde, elles sont bien bloquées. Comme ça je suis pas obligé de tenir et ça me permet d'avoir un bon arrêt pour pouvoir faire mes joints tranquillement. Donc tu vois, j'ai bien mouillé avec ma petite brosse à badigeon, parce que là on est en plein soleil. Bien mouiller mes petites briquettes, juste pour que ça colle le mortier. Et le petit arrêt avec la taloche, ça me fait gagner du temps. Sympa comme technique pour mouiller. Donc pour tourner, tu prends des plus petites. Ouais, j'ai récupéré les chutes qu'on avait coupées là. J'utilise des petites chutes pour recycler la matière. L'idée c'est toujours pas travailler à l'économie, mais essayer de recycler le maximum de matière. Là, il nous en restait des petites chutes qu'on avait taillées. Nono, qu'est-ce que tu fais là? Tu Je suis en train de remplir. Donc là, on a le niveau d'en dessous de sol. Là, on peut voir, on est posé sur un lit de chamotte. Et là, au-dessus, on a la sole. Et donc, pour bien solidifier ma base, qu'elle soit bien accrochée au socle, parce qu'il y a quand même de la poussée,
Donc je lie tout ça. Donc on a lié avec les joints là. Et maintenant je suis en train de faire la jonction avec ce que j'avais coulé comme réservation en béton pour tenir la chamotte sous la sole. Parce que ce qu'on voit pas, on le verra sur les vidéos, mais on a quand même un lit de chamotte de 3 à 4 cm sous la sole. Il faut imaginer que tous ces éléments puissent dilater. Après là on a quand même bâti à la chaux avec tous les joints qu'on a, donc on a une capacité quand même qui est beaucoup plus souple que le ciment. La chaux, elle absorbe mieux les déformations. Là, je reprends mes joints et je réouvre parce qu'en fait, là, on va repasser des joints avec un beau sable. On va reprendre tous les joints et on va vraiment faire que tout ça soit uniforme. Donc, pour avoir suffisamment d'épaisseur pour poser mes joints, je viens réenlever un peu de matière. Donc là, je réouvre, hop. Nono, on avance bien. Ouais, ça avance bien. Donc là, la dernière étape, on va créer l'enveloppe du four, donc ce qui va nous permettre de venir remplir cette épaisseur en chamotte réfractaire, qui va nous permettre d'avoir la masse thermique du four. Donc là, on a récupéré un lot de tomates anciennes. Donc c'est pas des foraines, c'est des tomates. C'était des tomates de sol que j'ai récupérées, que Brian a nettoyées. Et là, on va créer une enveloppe. Donc on peut le voir ici. On va réutiliser le gros lot qu'on a ici. Je vais les refendre en petits morceaux. Et on va créer une coupole en briques. Donc avec les tomates, je vais les rebâtir, qui va nous permettre de pouvoir retenir la chamotte. Et on va le bâtir à la chaux, donc elles vont pouvoir aussi dilater avec la chaleur. On va être sur un mortier qui est quand même très souple. Donc l'idée, c'est parti pour quelques heures de meuleuse pour couper toutes les tomates et on va les réutiliser. Donc c'est de la pure récup, encore une fois, pour créer l'enveloppe du four. Vous allez voir. Là, on voit bien l'espace, c'est ce qu'il y aura en chamotte. On va vraiment garder toute cette épaisseur qu'on a ici. Ça va être rempli de chamotte réfractaire qui va vraiment nous permettre, donc on va recréer une coupole complète avec les tomates pour retenir la chamotte et nous permettre d'avoir une finition. Nono, là, on va faire les joints sur les briquettes. C'est quoi ton mélange? C'est un quoi? Donc on est sur un sable qu'on vient de voir Brian qui tamisé. Donc on est sur un mélange 4 pour 1. Ça veut 4 dire. sables et demi. Et demi à peu près, ouais. Ouais, à peu près. Là, je suis à 4 sables et demi pour un volume de chaux. Ce qu'on peut voir là, c'est qu'on est déjà extrêmement gras. Grâce à la charge fine qui est dans le sable, on peut réduire énormément le liant. Donc là, on est vraiment sur un mortier gras. Donc on voit bien le côté crémeux du mortier. Et donc, encore une fois, pour que le four puisse dilater et donc impacter la dilatation de la chauffe, on va rester sur un mortier qui est très faible. Pas très faible, mais qui est suffisamment souple pour absorber les dilatations. Alors, j'ai réduit la taille. Donc, on avait des grandes briquettes qu'on avait découpées sur des tomates. Donc, j'ai réduit pour permettre vraiment de croiser les joints. Et tout l'intérêt, c'est que le four va dilater avec la chaleur. Et plus on aura de joints entre les briquettes, meilleur pourra absorber la dilatation du four. Nono, ma question, là, moi, je te vois poser un pâté, donc ton enduit. Comment tu fais pour savoir la taille qu'il faut Donc là, encore une fois, je travaille à l'œil. Donc je positionne à peu près 1,5 cm de mortier. Donc de mon mélange que j'ai fait avec la chaux et le sable. Et après, je vais bien mouiller mes briquettes, donc mes foraines. Vous pouvez voir le dessin magnifique. Donc c'est une très très belle récupération qu'on a fait avec Brian sur des anciennes tomates qu'on a refendues. Donc là, je vais bien mouiller dans le bain et après, je vais venir positionner pour que ça puisse vraiment adhérer au mortier. Donc encore une fois, je positionne à peu près 1,5 cm et je vais venir bien descendre ma briquette après. Donc on va le voir pour qu'elle adhère réellement. Et l'excédent du mortier, je vais le récupérer pour avancer. Ouais, donc le niveau quand même au début. Donc là, je travaille sur mon côté linéaire. Et donc je vais positionner celle-là. C'est le début qui est... Alors là, je démarre. L'idée quand même, encore une fois, comme je disais, vu qu'on part sur on part sur des briquettes qu'on a fabriquées nous-mêmes et qui ne sont pas standardisées, on va vraiment travailler encore une fois. Autant de temps en temps, on va prendre une référence avec le niveau et on va surtout travailler à l'œil. Donc l'idée là,
c'est de démarrer notre point de départ. Et Nono, tu t'attends d'avoir quelques niveaux pour commencer à mettre l'isolation. Alors l'isolation elle viendra plus tard. Là on va commencer à bâtir nos forêts, nos briquettes entre guillemets qu'on a fabriquées à base de tomates. Et après on viendra mettre l'isolation, mais pour le moment on va commencer d'un côté, on va tourner. Ah ben là on tourne dans l'abside, donc on est obligé de réduire la taille des briquettes pour pouvoir vraiment impacter la courbe. Donc là on retravaille, même je pense qu'on va réduire encore la taille des briquettes. On va le regarder ensemble. Ah, je suis pas si mal. À mon avis là il me faut encore une taille un peu plus petite. Ça m'a l'air bien ça. Donc là pour pouvoir engager la courbe entre guillemets, on réduit la taille des briquettes, qui nous permet d'engager l'abside, donc l'effet de tourner. Ok. Voilà, on voit bien le démarrage de l'enveloppe du four avec nos briquettes fait maison. Donc là, on voit bien l'abside. On est en train de travailler les absides. Donc on va monter encore une petite partie et après on va commencer à créer la courbe par réduction. Donc on va réduire la briquette pour monter. Donc là, on est très content, une belle base de départ. Il fait presque nuit, mais on va finir. Voilà. Non mais elle est bien là, bien mouillée, c'est plus simple. Hein. T'as vu à force de parler, ça tirait. Je sais, Pendant live. Je vais me faire des images moi aussi. Et tu vois après. D'ailleurs, j'ai eu le pagnol qui a répondu direct à. Ah ouais, mais il faut que je vois, j'ai pas regardé. C'est trop bien. Au moins, il voit que ça bouge. Avec la petite dédicace et tout, c'est super. Tiens, allez, bien jointailler tout ça là. Là, on est bon. Parce que là, de toute façon, là, je peux déborder parce que on le verra plus. Ce sera par-dessus. Et Nono, après, on repasse des joints. On montrera les joints tout à l'heure. Donc en fait, l'erreur est permise et Humaine. humaine et surtout non, mais on s'en fiche en fait. Voilà. On s'en fiche de se tromper, on fait et puis on apprend. Hein, Nono. Là, on se trompe pas là, on bâtit juste. La courbe dans ma briquette. Donc voilà, hop. Bien travailler ma courbe. Donc là, tu vois, je vais travailler mon trapèze. Donc, tu vois, regarde, t'as un angle. Et moi, je voudrais revenir pour que mon joint il fasse à peu près 1 cm. Donc, je vais aller récupérer ici. Donc, tu vois, je vais créer un trapèze. Et la même chose pour pouvoir tourner de l'autre côté. Donc, je vais l'intégrer directement. Donc là, donc tu vois, en fait, je vais travailler, je vais passer du rectangle au trapèze pour pouvoir intégrer la courbe. Bien mouillé. Bien mouillé, ouais. Voilà. Donc, on va pouvoir intégrer ma courbe. Bon, c'est pas mal, hein, pour une bande d'amateurs. Ça y est, regarde sa tête. Donc là, on est monté à la verticale, donc on est monté droit. Et à partir de maintenant, on est en train d'incliner la briquette. Donc là, au lieu d'être droit, je vais prendre un angle entre 10 et 15% qui va me permettre de suivre la courbe. Donc on peut le voir, là, on est en train d'engager. Donc je suis en train de basculer et on va travailler par rayonnement pour pouvoir remonter au-dessus et qu'on ait toujours à peu près une vingtaine de centimètres pour mettre la chamotte dedans. Tu fais à l'œil, Nono, toujours? Alors là, je fais à peu près à l'œil, oui, comme d'habitude. Mais je vérifie quand même qu'on soit dans la même dynamique. Donc on peut imaginer aujourd'hui qu'on voit, on est en train d'engager la courbe. Et donc on va suivre. Donc je vais le matérialiser. Ce que je veux, c'est d'avoir
la courbe qui suit la coupole du four. Donc là, je commence à engager et en fait, au fur et à mesure, on va se retrouver à remonter et à la fin, je serai au-dessus à la verticale. C'est le même principe que la voûte plein cintre. Et là, on est plutôt sur la version anse de panier. Parce que le four, il n'est pas rond, il est ovale. Donc on aura un effet de anse de panier. Là, il y a deux difficultés. Là, oui, bien, on voit bien l'angle. Donc on est en train d'engager la courbe. Et là, j'ai une deuxième courbe. Donc j'ai deux courbes qui se croisent. Et donc c'est un peu freestyle, hein, comme d'habitude. Donc je viens de tailler pièce par pièce. Alors tu fais quoi? Sur mesure. Tu peux nous montrer celle-là ce que c'est Donc comme... en fait, on revient sur un trapèze pour pouvoir intégrer la première courbe. Et après, je dois l'incliner à peu près à entre 10 et 15% pour permettre d'avoir la deuxième courbe. Donc on a vraiment l'arrondi de ce côté et on a la courbe de l'autre côté. Au moins ça restera pour les futures générations. Et ils verront qu'il y avait des gens qui prenaient encore le temps et dans tout. Bon, après ce sera des robots. Hein. C'est pas grave, c'est Toujours. Non, parce qu'après, il va falloir que je bascule. Mais de toute façon, la prochaine étape, c'est la chamotte. Hein. Ah Pas le choix. un essai que j'ai. Là, on voit bien le retour d'abside, là, regarde. Très Je vais mettre au joli, ça. milieu. Oh putain, mais comment j'adore cet arrondi. Donc là, encore une fois, le nettoyage des briquettes, c'est très important. Donc éponge propre. On nettoie, on essore, pas trop d'eau. On va vraiment venir nettoyer la face de là. Et après, je vais tourner. Donc je vais utiliser Il faut que la d'autres laitance faces. Parce de la qu'en fait, chose. le but, c'est vraiment d'enlever de la laitance. C'est pas parce que vous mettez de l'eau, sinon vous faites que étaler de l'eau. Et donc là, je reviens, j'enlève tout. Et je rince. Donc le secret du nettoyage pour les briquettes, si vous voulez pas retrouver avec trop de laitance comme on voit ici, on doit vraiment travailler en finesse. Selon le modèle du four, il faut mettre la fibre céramique autour de la coque. C'est ce que nous avons fait. Mais nous, vu qu'on doit ajouter de la chamotte pour avoir encore plus de masse, on a mis une deuxième couche de fibre de céramique par-dessus la chamotte. Et cela nous aidera à poser les briquettes qu'il reste à bâtir à la verticale. Nono, c'est quand même un travail d'artiste. Hein, chaque. Eh ben écoute, chaque briquette, surtout dès qu'on arrive pour tourner, donc on est obligé de couper sur mesure chaque briquette pour vraiment pouvoir engager notre rotation. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'artiste, ça c'est sûr. Bon après, hein, le résultat est aussi à la hauteur. On a intégré notre devanture, le pagnol, ça y est, on monte, on va finir le plastron, donc la façade du four, et on finira l'abside après. Donc là, l'idée, c'est de finir vraiment notre arrondi pour arriver, je dirais, on est à peu près à 2/3. Il nous reste un bon tiers encore. Si je te fais des 7 cm de large comme ça, C'est très bien. ça ferait Celle-là, ça. Tu vois. elle est trop large, celle-là. Là, je peux faire des 7, tu vois, du coup, je peux en faire 12. Oui, mais c'est ce que je veux, j'en veux un maximum. Les planches là-haut. Là-haut. Ah Ça- oui. Comme ça coupe, tu sais, le côté. Ça faisait pas fini et ça améliore. Ouais, ça fait très propre. Qu'est-ce que c'est beau. T'as vu, on a intégré le truc, le pagnol. Bah ouais, c'est chouette. Ah oui. C'est bien qu'ils aient fait Un truc comme ça. un logo quoi. Comment tu fais pour réussir à arrondir? Tu vas à vue d'œil? Alors là, j'y vais à l'œil, mais en fait, je répercute. Donc, je choisis ma pente ici et je la répercute de l'autre côté, donc pour avoir une symétrie. Donc, en fait, c'est vraiment une petite astuce de base. Donc, la pente que je mets ici, je veux la même de l'autre côté. Donc, je vais en tailler une. Donc là, je vais tracer ma pente. Donc, plus ça avance. Donc là, on est sur une anse de panier. Donc, on va peut-être encore monter à peu près jusqu'ici. Donc, on va vraiment avoir un effet de anse de panier. On n'est pas sur une plein cintre. Parce que sinon, j'aurais utilisé la technique du cordeau que j'avais déjà montré sur le rayonnement. Et des fois, on va se satisfaire de mettre le niveau, mais ce qui est le plus important, c'est que l'œil soit satisfait. Donc, toujours prendre du recul, observer, regarder que l'harmonie générale de ce qu'on est en train de faire. Pour moi, je travaille souvent à l'œil.
Bon, même si je travaille sur plan ou sur d'autres, mais quand je fais ce genre de maçonnerie avec des briques, il n'y en a pas une qui est la même, qui fait pas la même taille, elles sont toutes tordues. Donc à un moment, on va vraiment travailler à l'œil, essayer de mettre une harmonie générale. Donc là, on n'est pas au millimètre, on a des petits angles, des petits défauts que je dirais qui sont pas des défauts, parce qu'une fois que tout ça est intégré dans l'ensemble, on voit plus. Bon, bah, peut-être ce week-end alors. Bah écoute, Nono il est chaud, donc pourquoi pas. Écoute, je vais avancer moi de mon côté. Comme ça, je serai dispo. Hop. Non mais c'est magnifique. Franchement, si on me l'avait dit un jour, il y a 10 ans, tu feras partie d'une équipe qui se lance dans quelque chose comme ça, je te dis ouais, bien sûr. Et qui va le faire? Est-ce que c'est agréable de faire cette... Ah bah oui, moi je connaissais que la maçonnerie à base de parpaing. Ouais. Ça n'a rien à voir. Je dis, tu souffres, c'est pas beau, voilà, alors que là, bah, déjà, tu souffres pas, c'est des petits bouts, quoi. Et puis, bah, tout de suite, tu as un résultat qui est très joli, donc ça n'a rien à voir. C'est important qu'il y ait de l'esthétisme dans l'ouvrage. Ah, et tu parlais pas comme ça fut un temps, Eric? Non, parce que, bah, tu sais, quand tu fais tout, moi je fais tout depuis tout le temps, et bah, j'ai pas assez de 24 heures par jour pour tout faire, quoi. Donc du coup, j'ai trouvé des solutions pour aller vite, bien souvent, c'est avec des matériaux simples, quoi. Donc, Combien il faudrait par jour? en fait, tu ne peux faire ça qu'en collectif, en fait, pour moi. C'est pour ça qu'avant, bah, les gens, ils fonctionnaient, c'était un village entier qui bâtissait, toi. Quand il y avait une maison à construire, c'était voilà, tout le village qui faisait la maison. Quand il y avait un four à construire, c'était tout un collectif qui le faisait. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'était très très dur ce qu'ils faisaient, mais en fait, ils le faisaient collectivement. Donc, en fait, non, en fait, c'est agréable, puis c'est sympa, quoi. Donc, il faut se rassembler dans les campagnes, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus possible à la campagne qu'à la ville, ça c'est sûr. Le fait que nos disques, qu'on les mette dans l'eau et qu'il y ait ça, après ça va super vite. Mais en fait, il y a une demi-journée, dis-toi, là, moi depuis tout à l'heure, je vois Nono, prise, découpe et tout. Il y a une demi-journée, faut remonter l'eau, faut passer le Karcher. T'as une demi-journée de logistique. Et ça, les gens ne le verront peut-être pas en vidéo, mais c'est important de le dire. C'est que quand vous voyez des gens bâtir, c'est juste du plaisir de bâtir. Mais il y a tellement de logistique et je trouve que les gens du bâtiment ne s'expriment pas assez sur la logistique qu'il y a autour de ce qu'il y a à bâtir. Et ça, c'est vraiment une personne extérieure. Et Nono, je trouve que vous êtes assez humble là-dessus. Parce que c'est sympa de bâtir, c'est beau, ça fait beau gosse. Par contre, ce qu'il y a autour... On appelle ça la cerise sur le gâteau. Donc on a travaillé une demi-journée juste pour préparer les briquettes, pour 2 heures de plaisir où on va bâtir. Donc là, on est pour bâtir encore 3 rangs de plus. Allez, encore 2 jours à 3 jours de travail. Il mordrait. N'empêche, c'est robuste, hein, franchement, le Douglas, de faire cette connerie, je vois à quel point c'est extrêmement robuste. Hein. Non, tu te moques. Tu savais que le Douglas c'était aussi dur? Écoute, ça fait juste 20 ans que j'utilise. On a rempli le vide qu'on avait laissé, donc toute la masse réfractaire, elle a été posée avec de la chamotte. Donc on a posé une enveloppe complète sur toute la surface de chamotte réfractaire. Et de là, on a reposé une laine de céramique. Et à partir de là, on a bâti l'enveloppe du four par-dessus. Et vu qu'il nous manquait un petit peu de matière et tout, on a rajouté encore du sable. À la fin. Donc pour permettre de pouvoir créer la coupole et s'appuyer dessus, on a rajouté encore du sable. Donc on peut imaginer, moi je dirais qu'on est au moins à 1 tonne de masse réfractaire. Bon, la dernière ligne droite, hein. Regarde, les derniers carrés. Bon, en même temps, on va arriver à bâtir à la verticale, qui est comme limite le plus difficile, mais vu qu'on est sur lit de sable, on va pouvoir vraiment tenir les briquettes et finir notre œuvre. Mais là, déjà, on voit bien qu'on est obligé de monter carrément sur la coupole. Et donc là, on arrive vraiment où les briques sont à la verticale, hein. Donc là, maintenant, on va vraiment pouvoir terminer. Donc on continue à tourner pour avoir une réduction pour que les trois courbes se rejoignent. Donc là, on est quasiment à plat maintenant. Et moi, je disais, de remplir les joints, c'est carrément plus c'est très difficile plus crade. De remplir des joints. Bon, après, encore une fois, on va nettoyer. Donc il y a la phase de maçonnerie. On va vraiment retravailler et après, on va tout nettoyer. Et il y aura toujours une phase où on va terminer tous les joints qu'on aurait. Là, il me faut une demi. Là, en face, là. Nos demi. Tout est complexe, là, en hauteur. Mais ça va, ça tient même un humain, donc c'est bon signe.
Il y a un gros coup de nettoyage à faire. Ouais, bon, on va attendre que ça tire un peu. Et là, on est parti. Donc, je vais vraiment maintenant infiltrer le mortier par le dessus. Et voilà, j'insiste vraiment en descendant pour enlever les bulles d'air du mélange. Et tu t'es encore servi d'un peu de sable par-dessus la chamotte pour faire la boule Alors, parfaite. Voilà, donc en fait, on a utilisé en fait, si je peux résumer, ce qu'on voit là aurait pu être un four bâti à l'intérieur. Ça aurait pu être la partie voûte intérieure. Donc on a fait un petit rappel aux anciens. Ouais, ça sent la fin, hein, ça fait du bien. Ben, écoute, démarrage de la souche de cheminée, hein. C'est parti. Je voudrais faire une intégration d'un petit soleil là, pour signer l'œuvre quand même. L'œuvre, ah là. Bah attends, ça fait combien de temps qu'on y est là? Ouais, je sais pas, 10 ans en cumulé, ouais, je dirais c'est 3 semaines, 1 mois de travail. Oh, le petit soleil, Nono. Ben écoute, on est en train de finir la cheminée en briquette. Et une petite intégration là, du petit soleil, la petite signature De Nono. de Nono. Voilà, donc on l'a intégré dedans et là on va terminer. C'est la dernière ligne droite là. On est vraiment content avec Brian. Il nous tarde que ça se termine. Nono, il y a aussi quelque chose, et on réinsiste dessus parce que c'est quelque chose qui a fait, je pense, ta renommée. Faites le tour de vos terrains, parce que quand on voit quand même tout ce qu'on a extrait, ça vaudrait cher et ce serait beaucoup d'énergie. Alors pour vous donner un tarif entre guillemets au niveau du sable, au niveau de la pierre, au niveau de choses, si on l'avait construit avec des matériaux industriels et tout ça, on aurait eu un coût assez onéreux pour construire. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de matière à acheter. On a constaté que ne serait-ce que les briques réfractaires modernes, aujourd'hui, ça va de 1 à 3 euros la brique. Et qu'il faut imaginer que si on avait acheté 600 briques au tarif, ce serait exorbitant. Donc pour vous donner un tarif, à part les briques réfractaires, on a consommé à peu près 300 euros de chaux. Mettez tout dans le four le pagnol, voilà. Et autour, donc faites-vous plaisir parce qu'on peut vraiment, selon les régions et tout le reste, vraiment utiliser des matériaux qui sont à proximité. Encore une fois, nous on a utilisé ce qu'on avait chez nous. Donc ici on a la montagne noire avec le granit et on a récupéré toutes les tomettes que vous voyez, les foraines, les tuiles, qui sont directement dans la plaine. Donc tout autour de la montagne noire côté sud, on a de l'argile et donc on a mixé un peu les deux matériaux de prédilection de la région. Je peux me permettre une auto-promo? Ouais. Moi, sur l'archipel, tu sais que tous les jours, j'ai des propositions de partenariat. Je les choisis avec minutie. Ça me permet, pour certains parfois, de pouvoir partir, continuer à faire des reportages. Je voudrais juste montrer, peut-être à des futurs partenaires, si vous nous faites confiance, on fera des choses magnifiques. On ne veut pas des... j'aimerais appeler ça des partenariats éthiques. Il y a de plus en plus de partenariats. On vous vend des boissons en poudre, blabla et tout, qui pour la santé, voilà, chacun a sa vision. Je voudrais juste montrer que parce qu'on a beaucoup de choses à faire ici, hein, donc il faut aussi faire notre auto-promo. Si vous nous faites confiance et que vous voulez voir de belles choses intégrées, on fera tout pour en faire des monuments, si on peut. Alors moi, pour rebondir, je suis d'accord avec Brian. Brian fait très peu de partenariats en presque 10 ans de chaîne YouTube. Mais c'est vrai que pour moi, un partenariat éthique et de mettre en avant aujourd'hui, par exemple, des super qualités de fours construits en France et tout le reste, et peut-être des partenariats sur des choses éthiques, c'est quand même la base de l'archipel. Être capable de produire son énergie, ou peut-être bientôt scier le bois qu'on a, parce que la prochaine étape de l'aventure, ce serait de valoriser le bois. Donc on a valorisé la pierre, le sable, on est en train de valoriser la fougère, donc on peut voir derrière nous là. Le prochaine étape du chantier, c'est créer un béton de fougère. Donc chez nous, la ressource, on n'a pas de chambre, on n'a pas de paille, donc on utilise directement la ressource fougère qui va nous permettre de créer dans les murs ossature bois aujourd'hui un béton de fougère pour créer une isolation avec les matériaux qu'on a directement sur le terrain. Et la dernière étape,
c'est de valoriser les bois. Ici, on a des essences, du châtaignier, du chêne, du frêne, du hêtre, de l'aulne. On a énormément de bois qu'on voudrait valoriser. Donc, on voudrait vraiment se permettre de pouvoir scier nos propres bois et créer vraiment une ressource directement sortie du terrain. On aimerait un jour pouvoir faire des lives, donc je travaille dessus, ce sera ma mission de fin 2026. On aimerait faire des lives chantiers pour que les gens puissent poser des questions, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, et ce sera une étape. Si ce genre d'idée des lives chantiers vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, parce que ça va être encore un investissement. Il faut qu'on prenne... Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop entendre ça, mais on va devoir passer par satellite pour pouvoir avoir la connexion, parce qu'on a déjà fait des tests. C'est pas assez fluide si on veut montrer des gestes et tout. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi. C'est quelque chose pour nous d'intéressant. C'est une très bonne idée, parce que l'idée, c'est qu'on a bâti le four, mais maintenant, on voudrait vraiment le mettre en œuvre. Donc, l'idée de Brian, c'est de vous intégrer, de faire ça en intégration, et à travers le live, les premières pizzas, la première fournée de pain, et peut-être aussi le béton de fougère, et peut-être vous montrer à travers le lieu où on est, et la valorisation des matériaux qu'on a directement, qu'on va intégrer directement dans la réalisation de notre chantier. Toi, là, on est à la sortie de l'hiver, début du printemps. Ça commence à se voir. Ce qui est génial, c'est que dans cette vidéo, les gens vont voir tous les temps. Ça nous a pris un an, donc il y a même sous la neige, de mémoire. Je te rappelle, on avait les doigts qui commençaient à être froids. Là, tu pars en tournée ou de toute façon Alors oui, c'est vrai que mon activité, j'aimerais être là beaucoup plus souvent, et bien sûr, mais mon activité aujourd'hui, c'est d'aller voir les personnes partout en France, en Europe, pour les conseiller et faire du diagnostic. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les particuliers à faire de la rénovation pertinente avec des matériaux écologiques et économiques, comme je dis. Surtout en ce moment. Voilà, en sachant qu'encore une fois, l'énergie, je pense qu'on va impacter énormément l'énergie. Et vraiment, mon travail aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les particuliers à faire les bons choix dans leur rénovation et de les guider pour qu'ils puissent faire vraiment au mieux. Je tiens à remercier évidemment Le Pagnol qui, on peut dire, a eu la folie de nous suivre, parce que t'imagines un partenaire où tu lui dis il nous faut quand même un an pour pouvoir le mettre en œuvre, donc merci pour votre patience. On parle en termes d'investissement, mais c'est un investissement sur l'avenir, un four à bois, Nono. C'est pas juste une dépense, c'est ça que je veux dire. Non, là je pense que c'est pas un luxe, mais encore une fois, pour moi, la base des fours à pain, on revient dans le temps ancien où les gens construisaient dans une durée, je dirais, de centenaires, ou plus de 100 ans. Encore une fois, ça a été vraiment une vraie opération, mais c'est pour que ça nous dépasse à nous deux et que des générations puissent faire du pain dans ce four. Et si un jour des générations sur l'internet 8.0 nous voient, on leur transmet ce four. Voilà. Nono, merci à toi, merci encore à Le Pagnol. Ouais, voilà, je voulais aussi remercier Le Pagnol vraiment d'avoir fait ce partenariat et cet échange en sachant que pour moi c'était vraiment un four de qualité. On est vraiment sur du haut de gamme. Ils ont suivi les étapes et ils aimeraient te rencontrer, donc si tu passes dans le coin... Écoute, j'irai bien et ce serait un plaisir d'aller les voir. Atteins l'Ermitage. Voilà, carrément. On a mis un peu de transpiration, merci à toi, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouais, carrément. Et j'espère qu'à travers toutes ces étapes, ça va inspirer d'autres gens aussi à remonter des fours ou en créer ou à les restaurer, parce qu'encore une fois, c'est la base même, je dirais, du côté social. Un four, c'est un élément social. Et la base de l'alimentation. C'est vrai que c'est un élément social. Et ça, on l'avait vu avec Bernard, qui avait un moulin. Et souvent, le moulin, les gens se retrouvaient et au moulin et au four et au moulin. Alors, nous, c'est la première étape, parce qu'aujourd'hui, et vous le verrez, on n'a pas fini de vous montrer plein de choses, mais on a un moulin à restaurer. Donc là, pour le moment, on s'occupe vraiment de la partie accueil au public, mais on vous montrera, et le but quand même final, c'est qu'on puisse moudre notre farine avec notre moulin. Alors, est-ce que ça sera un moulin ancien ou à travers l'énergie qu'on produira? Mais le but final, c'est de moudre notre propre grain sur le terrain et de pouvoir faire le pain avec. Merci à toi, Non. Ouais, merci Brian.